Parmi les innombrables trésors de la Polynésie française, l'archipel des Marquises est sans doute le plus singulier. Différent de Tahiti, l'archipel cultive sa singularité, que ce soit dans la nature foisonnante et sauvage des îles qui le composent ou dans la culture marquisienne semblable à aucune autre. Si ses habitants l'appellent Tefenoa Enata, la terre des hommes, c'est bien par fierté pour leur pays et non pour le garder jalousement. Ils accueillent les visiteurs avec le sourire, heureux de rendre accessibles leurs îles et leur culture. Venez avec nous découvrir leurs danses, leurs traditions uniques qui ont bien failli disparaître il y a des décennies, mais qui sont aujourd'hui plus résilientes et vivantes que jamais. Le territoire de la Polynésie française est aussi grand que le continent européen. Tout au nord, à 1400 km de Tahiti, se trouvent les Marquises, divisées entre les îles du Nord et les îles du Sud. Nuku Hiva, la plus grande de toutes, est sans doute aussi l'une des plus envoûtantes. Quand on l'approche par la mer, on ne rencontre pas de lagon protégé par une ceinture corallienne comme à Tahiti ou Bora Bora. Ici, comme dans toutes les îles de l'archipel, ce sont des crêtes acérées et des falaises tombant directement dans l'océan qui dessinent le paysage. La spectaculaire baie Taoiae, du nom du principal village des Marquises qu'elle protège, est précédée par deux îles rocheuses baptisées Sentinelles. La pêche est, avec le copra, l'une des principales ressources de l'île. Au retour des bateaux au petit matin, les thons sont directement découpés sur le quai avant d'être livrés aux clients. Un système de recyclage ingénieux est utilisé pour éliminer les déchets. Les carcasses sont jetées à d'autres types de gourmands qui guettent aux abords du port. Le tatouage traditionnel marquisien, le patutiki, est non seulement le plus respecté dans tout le Pacifique, mais aussi le plus copié à l'international. Interdit pendant des années par les premiers missionnaires, il est le symbole de la résilience culturelle de l'archipel. À Taoiae, une quinzaine de tatoueurs suivent l'enseignement d'un des grands spécialistes de cet art, Eretu Tetayutupa. Le tatouage est un élément très important de la culture marquisienne. On l'appelle patutiki en marquisien. Et c'était quelque chose qui était pratiqué par nos ancêtres, qui s'est arrêté d'une certaine manière dû aux interdictions durant le 19e siècle. Malgré les interdictions, ça a quand même été pratiqué pendant longtemps. Au point où, jusque dans les années 60, il y avait encore des anciens qui étaient tatoués. Après, ça a disparu et donc on est dans une période de renouveau culturel actuellement, qui a commencé dans les années 80. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a souvent une confusion qui est faite. Ces motifs sont appelés tatouages polynésiens, tribal ou tahitiens, alors qu'en réalité, ils sont marquisiens. Parce que c'était quelque chose qui était très codifié aux temps anciens. Chaque motif avait des emplacements particuliers, ils étaient inclus dans des structures sur le corps qui avaient des fonctions en lien avec la vie de tous les jours, mais aussi les parties du corps. C'était considéré comme un talisman magique aux temps anciens, le tatouage marquisien. Le patutiki doit en grande partie sa survie à Karl von den Steinen, un explorateur et savant allemand qui, à la fin du 19e siècle, a fourni un immense travail ethnographique sur le sujet. Son livre, L'art du tatouage aux îles Marquises, est pour le moment la seule source écrite sur cet art. En fait, aujourd'hui, les gens, quand ils se tatouent, très souvent, ils veulent quelque chose qui leur est exclusif. Ils veulent un tatouage qui soit différent des autres et qui va raconter leur histoire. Ça, c'est l'approche moderne, alors qu'aux temps anciens, c'était tout l'inverse. Le tatouage avait une fonction inclusive. Il permet de lier l'individu à sa communauté, à sa famille, à sa tribu, à son peuple, mais encore plus à l'histoire du monde. C'est l'heure de la pause. Une guitare sort d'un sac, les premières notes d'un chant puissant et magnifique envahissent alors la pièce.
Les outils du patoutiki ont bien évolué au travers des âges. Les dents de requin se sont transformées en stylets électriques très fins qui permettent de reproduire avec précision les motifs les plus sophistiqués. Et ce, dans de bonnes conditions sanitaires, avec un minimum de douleur. Quittons Taoiae et laissons-nous happer par la beauté des vallées profondes du centre de l'île, couvertes d'une jungle luxuriante. Puis nous basculons vers la côte nord-ouest, où le relief volcanique se fait beaucoup plus accidenté. De grands canyons descendent des sommets, dont le plus haut culmine à 1224 mètres d'altitude. Parce qu'elle est difficile d'accès, cette côte est quasiment inhabitée. Pourtant, la splendide baie de Motu'e mérite bien quelques efforts. Celle de Hakaea est encore plus séduisante. On y croise bien quelques rares bungalows que leurs propriétaires occupent le week-end, mais ils ne troublent en aucun cas ce havre de paix. En longeant la côte vers l'est, les pics d'Aakapa forment une muraille acérée, aussi intimidante que fascinante. Il nous indique le chemin vers un des lieux les plus sacrés de l'île, dans la vallée qui surplombe le village d'Atioi. Près de 15 ans ont été nécessaires à la restauration de 3 sites archéologiques, d'anciens lieux d'habitation, de festivités et de célébrations religieuses. Avant l'intrusion des explorateurs européens dans l'archipel, on estime la population de Nuku'iva à plus de 50 000 habitants, contre seulement 3 000 aujourd'hui. Les Marquisiens de l'époque vivaient en retrait des côtes pour se protéger aussi bien des attaques de clans rivaux que des tsunamis. Des cérémonies sacrées se déroulaient sur cette plateforme à l'ombre de ce banyan géant. Plus bas sur la côte, le long d'une belle plage de sable noir, Atioi est le deuxième village le plus peuplé de l'île, avec pourtant seulement 350 habitants. Les pics basaltiques qui servent d'arrière-plan à son église ont l'apparence de vestiges d'un château échappé d'un conte fantastique. En contournant la pointe Temoe, nous arrivons dans une baie à peine habitée, celle d'Anao. Cette fois, le sable est blanc, protégé du vent par les reliefs montagneux qui l'entourent. L'explorateur et écrivain Robert Louis Stevenson, connu pour ses romans comme L'île au trésor, s'y était réfugié en 1888 lors d'une tempête et tomba sous le charme sauvage d'Anao. Revenons à Taiohae, où l'école de danse Kanahaori s'est mise à l'abri de la pluie pour répéter ses prochains spectacles. De plus en plus, les jeunes femmes se tournent vers la danse tahitienne plutôt que la danse marquisienne, qui privilégie bien trop les hommes à leur goût. Les danses tahitiennes racontent souvent des scènes de la vie quotidienne autour de la nature, avec à la clé des mouvements très exigeants physiquement. Les femmes sont la plupart du temps assises, alors que moi, je préfère bouger. Du coup, voilà. Ma passion, moi, en tant que professeur de la classe de Kanahaori, je préfère la partager avec d'autres jeunes femmes, y compris les enfants. C'est maintenant au tour du groupe de danse marquisienne de se mettre en place. Les paous, ces immenses tambours au son grave et puissant, sont de sortie. Le chant n'est pas seulement un accompagnement musical, mais fait partie intégrante de la chorégraphie. Le haka, commun à plusieurs pays du Pacifique Sud,
est un rituel guerrier plus masculin. Pour ces répétitions, il n'y a que des tambours, qui seront rejoints par d'autres percussions pendant les spectacles. Par contre, on n'entendra jamais d'instruments à cordes comme à Tahiti. À 2 heures de bateau au sud de Nuku'iva, Oahu est la 3e plus grande île de l'archipel. Alors que les autres îles avaient été décimées par les différentes épidémies apportées par les explorateurs européens, des missionnaires catholiques de Oahu eurent l'idée d'imposer à la population une quarantaine à l'intérieur de leurs églises à chaque approche d'un navire étranger. Aka'ao, le bourg principal de l'île, est entouré d'une douzaine de pitons volcaniques de plus de 1000 mètres d'altitude. Quand ils ne sont pas dissimulés par les nuages, on s'imagine de majestueux donjons qui contemplent la baie. C'est ici que Tini Rao a installé son atelier spécialisé dans le délicat travail de la nacre. Originaire de Tahiti, il est tombé sous le charme de Oahu. Le travail le plus compliqué dans la nacre, moi je dirais plus la confection. Alors je dis la confection, c'est parce qu'en fait, des fois, lorsque nous confectionnons des bijoux en nacre, la nacre est tellement fragile en fait que des fois elle peut se casser. Malgré le risque lié à l'utilisation de ce matériau, le résultat étonne par sa beauté. Le carnet de commandes grossit à vue d'œil, gonflé notamment par des demandes de parures de mariage. Et puis ici, aux Marquises, on est plus proche de ce qu'on appelle en fait ici le mana marquisien en fait. C'est pour ça après que par la suite en 2017 nous sommes venus ici et que j'ai décidé en fait de rester aux Marquises. Plus bas dans le bourg, le groupe Einua s'apprête à répéter un spectacle créé par Gaël Kaya. Cette fois encore, le chant est intimement lié à la chorégraphie. La danse marquisienne, c'est beaucoup plus chanté que la danse tahitienne. La danse marquisienne, on dépend de la chorale, des percussions. On prend, on tape. OK, on y va? 1, 2, 3. Hey
Je trouve que dans la danse marquisienne, les femmes ne sont pas assez mises en valeur. C'est plus les garçons. On pique vers le sol et on remonte. Ok, tout le long du corps. 1, 2, 3. Voilà, on reprend le début. Il reste encore quelques mois à toute l'équipe pour se préparer avant de présenter cette danse au prochain Festival des Marquises, l'événement majeur qui réunit tous les artistes de l'archipel. Les visiteurs sont peu nombreux à s'aventurer jusqu'aux plages de Wapou. Ils ne s'offrent pas la chance de profiter de cette atmosphère unique créée par le contraste entre la rudesse des roches volcaniques et la fraîcheur des eaux turquoises. Nous sommes dans le sud-est de l'île, dans la vallée de Ho'oi, en compagnie d'Iatai. Cet apiculteur est également passionné par les pierres fleuries. Leur nom est révélateur. Ces rochers semblent incrustés de toutes petites fleurs. En les humidifiant, Iyatai fait apparaître ces motifs comme par magie. C'est une pierre très difficile à sculpter. Cette pierre, on la retrouve ici à Uapo, sur cette île, dans cette vallée qu'on appelle Ho'oi, la vallée de la pierre fleurie. La pierre peut se fissurer très facilement avec cette pierre qu'on appelle la phonolite. Très dur, très solide, mais très facilement fissurable, on va dire. La vallée débouche sur une plage de galets où, en cherchant bien, on peut dénicher de belles petites pierres fleuries. Jean Kaotai a été un des premiers à sculpter cette roche si particulière. Son atelier est à quelques pas de la plage. Ça fait 15 ans, 20 ans maintenant qu'on a travaillé sur les pieds. Le temps de nos papas, de nos familles, dans l'ancien temps, il n'y en a pas. Ils n'ont pas encore réussi à travailler sur cette pierre. Parce que le disque diamant vient juste d'arriver, là. Ça fait 15 ans maintenant. Ces disques diamants dégagent une poussière nocive. La pierre se fissure facilement, mais ça ne décourage pas Jean de réaliser de magnifiques tikis. C'est notre symbole des îles Marquises. Toutes les 6 îles des îles Marquises. Et Wappo aussi, ils sont rentrés dans les 6 îles. Donc les tikis, des fois, ils gardent la maison, de la famille, c'est un symbole. Situé à 50 km à l'est de Nuku'iva, Uahuka se distingue du reste de la Polynésie par la sécheresse de ses étendues désertiques. Une vaste caldeira dissimule l'entrée de la baie où se trouve Vaipae, le chef-lieu. Cette particularité géologique inspira aux marins son surnom de « baie invisible ». Uahuka a connu de nombreux épisodes volcaniques qui ont duré sensiblement plus longtemps que ceux apparus sur les autres îles. Par conséquent, elle est plus basse que ses sœurs. Son faible relief retient donc moins les nuages. Cela explique son climat beaucoup plus sec que celui de ses voisines de l'archipel. Les quais de Vaipae s'animent. C'est le jour de l'amarrage du cargo venu de Tahiti. Il passe toutes les 2 ou 3 semaines. Il est à chaque fois attendu avec impatience. L'équipe de l'association Vaikua s'entraîne une dernière fois avant l'arrivée du navire. Leur objectif est de détecter la présence de rats dans les cargaisons débarquées afin de protéger l'écosystème d'Uahuka.
Elle vient de dissimuler un leurre que ces chiens dressés spécialement pour cette tâche doivent ensuite retrouver. Notre priorité, c'est bien sûr la biosécurité de notre île et on ne veut pas que le rat noir arrive chez nous. Alors, le rat noir, d'où il vient, c'est justement de l'extérieur. Et de l'extérieur, c'est plutôt les bateaux, les deux goélettes qui viennent souvent emmener des affaires pour l'île. Hein. C'est bien, ma poule, c'est bien. C'est-à-dire que la population vit du copra ici. Et comme si le rat noir arrive chez nous, et comme il mange surtout les cocos, alors on a peur aussi pour la population. Hein. Les deux espèces d'oiseaux endémiques que sont le lory ultramarin et le monarque seraient elles aussi directement menacées par les rats. Ce travail est donc doublement essentiel. La route côtière ne fait que quelques kilomètres et ne dessert qu'une poignée de villages dans le sud de l'île. Juste avant Hané, l'étonnant musée communal abrite des témoignages de la vie ancienne comme des sculptures, dont différents types de tikis. Des œuvres plus récentes s'inspirent de ce patrimoine, même s'il est difficile de trouver des jeunes motivés pour se former à ce type d'artisanat traditionnel. La gestion des bois précieux utilisés, comme le tau et le miro, qui ont été trop exploités, devient par ailleurs un enjeu désormais pris en compte. Un peu à l'écart du musée, on trouve l'atelier de Tani, un artisan de grand talent. Il est employé par la commune qui lui confie différents types de travaux comme la création de tikis qui sont offerts lors de la réception d'invités de marque ou encore des commandes pour agrémenter certains bâtiments officiels. À Okatu, ce tiki au nez assez particulier a été découvert il y a quelques années. Le tiki baleine, comme on l'appelle ici, est considéré comme le protecteur des pêcheurs et est devenu un des symboles de l'île. À quelques centaines de mètres de là, Delphine et son association Anakatai réunissent des femmes du village autour de l'artisanat. Elles vendent leurs créations aux visiteurs de passage. Chacune amène son savoir-faire, souvent transmis de génération en génération. L'association leur offre l'occasion de cultiver un précieux lien social, mais aussi, dans les bons mois, un petit complément de revenus. Alors, le coco à l'intérieur, il est comme ça. Et à l'extérieur, il est comme ça. Tu vois, ce sont des cocos allongés. Plus le coco est allongé, à l'intérieur, c'est comme ça. Et les fibres sont longues et faciles à travailler. Pour travailler la matière première chez nous, c'est la fibre de coco. Après, il y aura le décor par la suite dessus. 4 sortes de dents pour décorer cette parure. Leur salle d'exposition rassemble le produit de plusieurs années de travail, ce qui ne manque pas à d'émerveiller les visiteurs. Dans le même village, Anna est une des dernières Taoua, une guérisseuse. À 80 ans, elle prépare encore régulièrement des remèdes. Ici, une décoction pour soigner des problèmes de reins. Ça, c'est une sorte de basilic, avec de la canne à sucre et de la noix de bancoulier. Je donne mes remèdes. Lorsque l'on me demande de préparer un médicament, je ne le fais pas payer.
Je leur dis de ne pas l'acheter. Je le donne. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour apprendre. Des mamans pour soigner leurs enfants ou les soulager pour leurs règles. Quand elles viennent me voir, je leur dis d'apprendre pour que ce savoir reste vivant. La potion est maintenant prête. Il y en a pour 3 jours. À Hané, le village d'à côté, Voi capture et dresse des chevaux sauvages. Ouaouka a longtemps été surnommée l'île aux chevaux. Malheureusement, c'est un peu moins vrai depuis que les sécheresses persistantes déciment des hordes entières. Voi est un chasseur dans l'âme. Il connaît toutes les vallées comme sa poche. Les montagnes où se cachent les cochons sauvages et bien sûr les chevaux n'ont aucun secret pour lui. C'est ici que je viens chercher des chevaux, mais aussi dans d'autres lieux, comme à Atiki ou Namana. Mais ici, il n'y a plus d'eau, comme à Atiki ou à Namana. D'ailleurs, du coup, il faut aller encore plus loin dans la montagne et les ramener ensuite au village. Les chevaux domestiqués se reconnaissent facilement. Ils circulent sans crainte dans les jardins et en profitent pour manger des mangues. Cet après-midi, Voi a fait appel à son ami Tani, le sculpteur du musée que nous avons rencontré plus tôt, pour l'aider à dresser un nouveau venu. Voi l'amène sur la plage. D'un naturel optimiste, le dresseur se montre tout de même inquiet pour l'avenir des chevaux de l'île. Il y a beaucoup de nos chevaux sauvages qui sont morts en raison de la sécheresse. Ici à Ouka, nous subissons une sécheresse importante. Il n'y a plus assez de nourriture, ni d'eau. Il faut bien s'occuper de nos chevaux parce que si nous ne le faisons pas, ils vont disparaître. Prenons soin des chevaux d'Ouaouka, sinon pourquoi nous continuerions alors à appeler cette terre l'île aux chevaux? Avec l'aide de Tani, il emploie une technique bien particulière pour monter le jeune cheval sauvage pour la première fois. Pourquoi j'emmène à l'eau, c'est pour moi-même. Faut pas que je casse mon bras. Ce n'est qu'une première étape. Il en faudra encore un certain nombre avant de rendre sa monture plus docile. Après une bonne journée de travail, Voi aime grimper à travers la cocotteraie pour atteindre le site historique de Meyaouté. Perché dans les hauteurs, devant la magnifique vue sur la baie, il y trouve calme et sérénité. Meyaouté est l'établissement humain le plus ancien en Polynésie, en tout cas parmi ceux déjà découverts par les archéologues. Certains objets trouvés sur place datent du IIIe siècle. Pour nous, les habitants de Ouaouka, ce site est sacré. Donc on ne vient pas faire n'importe quoi dans ce lieu. Lorsque l'on vient ici, on se doit d'être respectueux.
Nous partons maintenant pour le sud, vers Ivaoa, la deuxième plus grande île de l'archipel, distante d'environ 160 km de Nuku'iva. Luxuriante et boisée, elle se montre plus attractive que les îles du Nord, avec ses vallées cloisonnées par des lignes de crêtes escarpées. Dans ce décor majestueux se dresse la principale bourgade de l'île, Atunoa. C'est sur ces hauteurs que nous retrouvons Tuarae Peterano, un artisan spécialisé dans la fabrication des immenses tambours appelés pau. Avant, ce n'était pas les tikis qui étaient à la base. Hein. C'est des motifs. Des motifs à la façon familiale peut-être, ou c'est ça, suivant l'artiste qui fait. Hein. Mais maintenant, j'ai mis des tikis, comme quoi peut-être la base de notre culture, c'est le tiki. Après, tout ça, c'est les attaches de cordes pour attacher la peau. C'est comme un instrument, quand tu viens faire la guitare, vraiment les sons de guitare viennent de l'épaisseur du bois et la qualité du bois. Et le début, c'est bois vert, et après, il faut le sécher quand même. Bon, quand ça sèche, il y a un peu de fissure, mais on peut régler un peu ça avec la colle. Cette table-là, c'est un falcata. Sinon, je faisais en albapin, en tau, notable endémique des Marquises, ça fait voilà. Les meilleurs sons viennent de là. Il faut avoir l'arme, le tronc, bien, pas plus de presque 50 cm de diamètre. Une hauteur de 1m20, 1m30, et avoir aussi faire un grand trou en dessous et avoir des sorties de son. Comme si c'est un instrument de musique culturelle marquisien que j'ai adapté un peu à faire des recherches dans les musées, les anciens tambours. C'est parti, j'avais fait d'abord des petits comme ça. J'ai fait une copie de musée. Hein. La traversée de l'île révèle une végétation d'une incroyable densité. La côte nord n'est qu'une succession de baies toutes plus enchanteresses les unes que les autres. Le temps semble comme arrêté dans ces villages, où la pêche, la chasse à la chèvre sauvage et l'exploitation du copra occupent la majeure partie de la population. Les noms de ces villages d'une quarantaine d'habitants sont aussi tout un poème. Anapaoa ou encore Anaïapa. En plus de leur toponymie enchanteresse, ils ont en commun le fait d'être entourés d'une nature superbe et indomptable. Plus à l'est, les chèvres sauvages s'aventurent sur une côte escarpée et peu habitée. Rappelons que les premiers occupants de l'archipel vivaient loin de la côte, pour se protéger non seulement des attaques de clans rivaux, mais aussi des tsunamis et de leurs vagues destructrices. Aujourd'hui, on est plus pragmatique. Les pêcheurs accostent sur la plage comme dans la baie de Mutuoa. Plus haut dans la vallée, quelques fermes exploitent le copra. Les jours de récolte, on brûle les écorces de noix de coco. Nous sommes chez Jean O'Connor, surnommé Zorro, issu d'une fratrie de 18 frères et sœurs. Leurs ancêtres sont arrivés d'Irlande il y a 3 générations. On fend d'abord les noix pour en extraire la pulpe, qui sera séchée puis envoyée par bateau à Tahiti pour y être transformée.
C'est le seul boulot dans les îles. En Polynésie, au Tuamotu, aux Marquises, aux Australes. Nous, on fait du copra. On vit de ça. Un peu de copra, un peu de fabou. Fabou, ça veut dire qu'il faut planter. Hein. Citronnier, bananier, tout ça, taro. Après, on va à la pêche. Il y a la pêche. Hein. Le geste doit être à la fois précis et puissant pour expulser d'un coup de lame l'ensemble de la pulpe. Une partie des écorces va servir de compost pour le potager. Quant à celles restantes, c'est Marissa, l'épouse de Jean, qui se charge de les brûler. Quelques baies plus loin, en amont de la plage, Puamao abrite les mystères de la civilisation marquisienne pré-européenne. Ce site archéologique cerné par un vaste cirque montagneux constitue l'un des plus importants témoignages historiques de cette époque. Grâce à des opérations de restauration et de fouilles menées en 1991, on pense que l'hypothèse la plus probable est celle d'un sanctuaire religieux du XVIIIe siècle. 5 tikis monumentaux l'habitent, le plus grand mesurant 2,67 m. Nous retournons dans le centre de l'île pour rencontrer un des frères de Jean O'Connor, Robert, qui exploite 3 hectares de culture avec une douzaine de têtes de bétail. Et les fruits, bananes, papaye, pamplemousse, citron. Depuis 2 ans, il s'est aussi mis à la culture du gingembre. C'est d'ailleurs le moment de le récolter. Les premiers résultats sont encourageants. Le rhizome se retrouve souvent dans la cuisine de l'archipel et se vend très cher sur les marchés. Si les humains consomment sa racine, les feuilles de la plante ne sont pas perdues pour autant. Alors pour donner aux jeunes bœufs qui sont attachés, comme ça ils ont de quoi manger tous les jours. Dans ce jardin d'Éden, les papayes sont parfois bien hautes. Mais Robert a toujours une solution pour les atteindre et les cueillir. En fin d'après-midi, les vaches et les taureaux, que l'on appelle aux marquises bœufs, sans distinction de sexe, se rassemblent naturellement pour le repas. Bon, de temps en temps, on vend un peu, mais la plupart du temps, c'est pour manger. Pour la famille. Les cochons ont un traitement particulier. Alors les fruits, voilà. Les fruits, les restes de la maison. Et c'est ton mieux. Hein? Il aime bien caresser. Pas compris. Attends. Dans un restaurant parisien, on paierait sans doute cher pour déguster la salade de fruits exotiques qui constitue le menu quotidien de ces cochons décidément bien chanceux. Ici aussi, un cargo arrive de Tahiti toutes les 3 semaines environ, les cales pleines de marchandises. Depuis quelques années, l'armateur a eu la bonne idée d'aménager la moitié du navire pour amener des touristes découvrir l'archipel au rythme de ses escales. Il faut parfois plus d'1 journée pour décharger les marchandises et les remplacer ensuite par des sacs de copra.
Jean O'Connor attendait avec impatience sa commande. Il est arrivé par bateau de Huahuka. Il s'appelle Gringos. C'est important le bateau. Heureusement, à Renouille, ils prennent les animaux aussi. Hein. Sinon, on ne peut pas emmener dans les îles. Hein. Il y a le seul, il y a Renouille, il y a Taporo qui font ça. Même les bœufs, tout ça. Heureusement, il y a les bateaux. Sinon, on ne peut pas emmener dans toutes les îles. Pendant ce temps, les passagers profitent de la journée pour visiter Atuona et ses environs, en particulier le cimetière du Calvaire où reposent deux illustres ambassadeurs de l'archipel, Paul Gauguin, décédé en 1903, et Jacques Brel en 1978. Tous les deux ont vécu à Ivaoa et y reposent désormais pour l'éternité. Les Marquisiens se disent honorés par la présence de ces immenses artistes. Cependant, il y a tant de choses à découvrir sur ces îles, il serait dommage de les résumer à un cimetière. Une fois les crêtes effilées d'Atuona franchies, la baie d'Anakee s'ouvre dans toute sa majesté. À l'extrémité de la baie, à Ta'aoa, les jeunes écoliers profitent de la houle. Mais ce secteur est surtout réputé pour sa richesse en sites archéologiques. On compterait près d'1 millier de plateformes cérémonielles, la majeure partie enfouie sous les racines de bananiers, de banyan ou de tohu. Le tohu à Upeke est sans doute le mieux restauré. Après avoir quitté à 4 heures du matin le port d'Atuona à bord de son bonnetier, Moeotiu pêche le thon au large de l'île de Tawata, voisine d'Ivaoa. En l'absence de lagon, on peut faire des prises dignes d'un chalutier de haute mer tout en restant à proximité des côtes. Ils ne sont qu'une poignée de pêcheurs équipés de bateaux suffisamment robustes, tandis que les eaux regorgent de poissons à la taille parfois impressionnante. Pourtant, il faut savoir où placer sa ligne. Quand j'attrape un thon, je regarde ce qu'il a mangé. Et c'est de là et tu vois où est le thon, s'il est au bord ou au large. Tu vois, c'est les petits carongues, ça veut dire il est à côté des rochers. Si tu vois, il y a beaucoup de crevettes ou calmars, ils sont au large. C'est plutôt les bons oiseaux au large. Après quelques heures passées en mer, le bateau rentre. Ce samedi, il a pêché 4 thons et un tasar. C'est bien suffisant. S'il en pêche plus, il ne pourra pas les écouler. C'est une bonne pêche juste pour aujourd'hui, comme on est samedi. Ouais, ça suffit. Ce sont des pièces magnifiques, entre 35 et 45 kilos. D'ailleurs, Léo, le propriétaire du bateau, ne s'y trompe pas et débite le thon à même le quai, pour des amateurs avertis. Tawata est l'île la plus petite et discrète de l'archipel. Elle vit dans l'ombre de sa grande voisine Ivaoa, dont elle n'est distante que de 4 km. Une navette communale fait régulièrement la traversée en empruntant le canal du Bordelais. Un véritable cauchemar pour les marins. Les voiliers sont particulièrement victimes de ces courants contraires, rendant la navigation fort agitée.
À première vue, Tawata ressemble à sa grande sœur. Mais une fois le virage amorcé pour rejoindre Vaitaou, le principal village, on découvre des baies superbes, parfois agrémentées de plages à couper le souffle. Dès 1595, Tawata a reçu la visite d'Espagnols, d'Anglais, de Français. Un véritable défilé qui a duré plusieurs siècles. Chaque flopée d'explorateurs renommant baies et villages dans autant de langues différentes. L'église de Vaitaou, financée par le Vatican, rappelle que la première messe marquisienne fut célébrée ici par les Espagnols en 1595. La petite route qui mène à Apatoni laisse entrevoir des paysages idylliques, où de très rares habitations apparaissent comme incongrues dans ce décor. Apatoni est connu dans toute la Polynésie. Dans ce petit village abrité par des arbres de tamanous centenaires, vivent de nombreux artisans de talent. Plusieurs vestiges archéologiques attestent d'une présence humaine importante, et ce, bien avant l'arrivée des premiers explorateurs. Eikua est un artiste qui travaille l'os et les dents pour un résultat étonnant. Sa principale difficulté est l'approvisionnement en matières premières, telle une belle dent de cachalot. Eikua a une prédilection pour l'os qu'il faut bien cuire au préalable. L'os de bœuf, du coquillage, dorsal d'espadon et un peu sous-bois. Il puise son inspiration dans les symboles de son archipel. C'est plutôt des chromes marquisiens, les symboles, les animaux. Il y a des motifs qui représentent la famille. À quelques pas d'ici, Taohiro Teaoteua est aussi un artiste reconnu qui travaille la nacre, le bois et l'os. C'est un collier avec une dent de cochon. C'est une dent de cochon, c'est cette partie-là et avec du bois. Teaoteua n'est pas seulement sculpteur, c'est aussi un excellent danseur qui porte fièrement sur son corps son identité culturelle. L'inspiration, ça vient tout seul en fait. En fait, c'est le tatouage, ça a commencé par le tatouage. C'est ça qui aide à faire de la sculpture. C'est la connaissance des motifs, de tout ce qu'on fait, en fait, tout ce qui est marquisien. En fait, sur moi, c'est un peu mon identité. Hein. Quand je pars sur Tahiti avec le tatouage, ben, j'ai pas besoin de dire que je viens des Marquises. Tout le monde sait que je viens des Marquises. Ils les reconnaissent par tout ce que j'ai sur moi en tant que motif marquisien. Hein. Sur le tatouage, ça a évolué maintenant. Les tatouages font des mélanges. Et moi, je suis resté sur la base, hein, sur les anciens motifs que nos ancêtres avaient. Et voilà, reproduit sur moi, quoi. La terre des hommes. Cet archipel à la beauté sauvage ne laisse jamais indifférent. Que ce soit ses splendides paysages ou encore ses traditions en pleine renaissance, ils auront imprégné notre mémoire de souvenirs magnifiques pour un long moment, comme autant d'invitations à revenir poursuivre leur découverte.